C0 sera égal à Cn fois 1 plus i à la puissance moins n. Donc dans ce sens-là, on parle de capitalisation lorsqu'on cherche une valeur future. Et dans ce sens-là, on parle d'actualisation. Alors concrètement, si par exemple on place un capital de 1000 € pendant 8 ans à 6%, la valeur acquise à 6%, c'est 1000 € que multiplie 1,06 à la puissance 8. 1000 € que multiplie 1,06 à la puissance 8. Très bien. Maintenant, si on se place dans un autre sens, c'est-à-dire que si on se dit à l'instant 10, c'est-à-dire dans 10 ans, je veux acquérir une somme de 3000 €, combien dois-je placer aujourd'hui? C'est-à-dire combien dois-je placer aujourd'hui? Donc, autrement dit, toujours à 6%, ça revient à déterminer quoi? La valeur actuelle de 3000 €. Donc, en fin de compte, on va actualiser ce qui nous donnera 3000 que multiplie 1,06 à la puissance combien? Moins 10. D'accord? Donc 1,3000 que multiplie 1,06 à la puissance moins 10. Donc pour résumer, on a une valeur à l'époque 0, capitale c'est 0. Valeur à l'époque n, c'est 0 que multiplie 1 plus i à la puissance n. Nous avons une valeur future, une valeur dont l'expression est à l'époque n, qui est égale à Cn. Sa valeur actuelle, la valeur en 0, c'est tout simplement Cn fois 1 plus i à la puissance moins n. Donc actualisation, capitalisation. Très bien, maintenant on va prendre une séquence de capitaux, c'est un flux de capitaux. Imaginez qu'on ait 3 versements, donc effectués, versement A, B et C, qu'on effectue aux dates indiquées, par exemple en N, N plus 2, N plus 5. Imaginez que ces 3 capitaux-là soient placés au taux I et qu'on récupère capital et intérêt en N plus 10. Donc cette valeur-là, je vais l'appeler V10. Alors, quelle est la valeur acquise? En fin de compte, la question c'est celle-ci. Quelle est la valeur acquise par 3 capitaux respectivement égaux à A, B et C, effectués aux dates indiquées N, N plus 2, N plus 5. La valeur acquise par ce groupe de capitaux est égale à la valeur acquise par le premier capital, plus la valeur acquise par le second capital, plus la valeur acquise par le troisième capital. Ça se traduit par quelle séquence? Alors, V10 égale, je prends la première valeur, A. Ça fait A facteur de 1 plus I à quelle puissance? De N à N plus 10, j'ai 10 périodes. Ça fait donc A fois 1 plus I exposant 10. Plus B fois 1 plus I exposant 8. Plus C fois 1 plus I exposant 5. D'accord? Fois 1 plus I exposant 5. Très bien, on va prendre un exemple chiffré. Donc imaginez que au 1er janvier 2005, une personne verse donc 1000 €. En 2000, on va changer plutôt de date. On va dire en 2000, elle a versé 1000 €. En 2002, elle a versé 1500 €. Et en 2003, elle a versé 2000 €. Elle récupère capital et intérêt au 1er janvier. Elle compte récupérer capital et intérêt au 1er janvier 2007.
Donc le taux de placement I est égal à 5%. Quelle est la valeur acquise? Donc vous dites la valeur acquise en 2007, V7, égale. Alors de 2000 à 2007, ça me fait 7 années. De 2000 à 2007, ça me fait 7 années. Ce qui veut dire 1000 que multiplie 1,05 à la puissance 7 plus 1500 que multiplie 1,05 à la puissance. Alors 2007 moins 2002, ça fait 5 ans. Donc exposant 5 plus 2000 que multiplie 1,05 exposant 4. Bien sûr, tout ça, vous le tapez à la calculatrice, je vous épargne le résultat. Très bien, comme pour un groupe de capitaux en valeur acquise, on va maintenant s'intéresser à la valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Imaginez qu'on ait effectué 3 versements A, B, C. Dans le cadre d'un emprunt par exemple, imaginez qu'un emprunt soit contracté en N. Un emprunt est contracté en N et il est remboursé à l'aide de 3 versements égaux à ABC aux dates indiquées N plus 2, N plus 5 et N plus 7. La question toute simple, c'est quel est le montant de l'emprunt? Autrement dit, il faut donner une expression de A, B et C à l'époque N. Autrement dit, il faut actualiser A, il faut actualiser B, et il faut actualiser C. Ce qui veut dire que le capital emprunté, que je vais appeler V0, est égal à quoi? À la valeur actuelle de A. Donc ça fait A fois 1 plus I exposant de N à N plus 2, ça fait 2 périodes. Donc comment on actualise? Exposant moins 2. Plus B, facteur de 1 plus I exposant moins 5. Plus C, facteur de 1 plus I exposant moins 7. Alors exemple numérique tout simple. Une entreprise a contracté un emprunt en 2000, elle le rembourse, ou on va dire en 2005, elle le rembourse à l'aide de 3 échéances. Alors la première en 2006, la suivante en 2008 et la dernière en 2011. Elle a emprunté 700, 1000 et 3000. Alors, le taux d'emprunt est de 4%. Question, quel est le montant de l'emprunt? Donc, on va appeler ça V0. Autrement dit, V0 est égal à la valeur actuelle de 700. De 2005 à 2006, ça fait 1 an. Ce qui nous donne 700 que multiplie 1,04 exposant moins 1. Plus 1000 que multiplie 1,04 exposant moins 3. Pourquoi moins 3? De 2005 à 2008, ça fait 3 ans. Enfin, valeur actuelle du dernier versement qui est prévu en 2011, 3000 que multiplie 1,04 exposant moins 6. De 2005 à 2011, 6 ans. Donc le montant de l'emprunt, c'est la somme de ces 3 termes. Donc résumé, la valeur actuelle d'un groupe de capitaux est tout simplement égale à la somme des valeurs actuelles de chaque capital. Très bien, juste un petit rappel sur les suites géométriques. Donc vous pouvez effectivement regarder sur les anciens cours. Un petit rappel, si on prend 4 termes ici en progression géométrique de raison Q, donc le premier terme c'est A, le suivant c'est A fois Q, A fois Q2, A fois Q3. Et bien la somme de ces 4 termes est tout simplement égale à petit a, premier terme, Q raison, à la puissance 4, nombre de termes, moins 1 sur Q moins 1. Donc formule générale, si vous avez une suite de n termes en progression géométrique
Le premier étant égal à petit a. Donc ça fait petit a plus AQ plus AQN moins 1. La somme, c'est petit a, le premier terme, multiplié par Q, raison, à la puissance n. N, nombre de termes, moins 1 sur Q moins 1. Donc de façon générale, on retiendra que la somme Sn est égale au premier terme, somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Premier terme que multiplie raison à la puissance nombre de termes. Nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. Donc cette formule est essentielle pour la suite, comme vous allez le voir. Très bien, on va maintenant voir la valeur acquise par une suite de n annuités constantes. On va commencer par un exemple. On va prendre une suite de 4 annuités constantes, donc 1, 2, 3 et 4. Petit a, petit a, petit a, petit a. Quelle est la valeur acquise par 4 annuités constantes immédiatement après le dernier versement? On applique le schéma tout à l'heure. C'est la valeur acquise par la première, plus la valeur acquise par la deuxième, plus la valeur acquise par la troisième, plus la valeur acquise par la quatrième. Ce qui nous donne V4 égale petit a fois 1 plus i à la puissance 3, puisque de 1 à 4, ça fait 3 périodes. Plus petit a fois 1 plus i à la puissance 2, plus petit a fois 1 plus i à la puissance 1, plus la dernière annuité, petit a, 1 plus i à la puissance 0. Mais 1 plus i à la puissance 0, c'est tout simplement 1. La dernière annuité ne produisant aucun intérêt. Nous avons bien ici V4 écrit dans ce sens, a plus a fois 1 plus i, plus a fois 1 plus i au carré, plus a fois 1 plus i au cube. Nous avons bien la somme de 4 termes en progression géométrique. Le premier terme est petit a. La raison est 1 plus i. Ce qui nous donne, d'après la formule précédente, V4 égale premier terme, petit a, que multiplie. La raison, c'est 1 plus i. Donc 1 plus i à quelle puissance? 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 termes. Moins 1 sur, je détaille ici, 1 plus i moins 1. Mais 1 plus i moins 1 en enlevant les parenthèses, 1 moins 1 s'annule, et ça me laisse quelle valeur? Petit a, 1 plus i à la puissance 4 moins 1, tout simplement sur i. Alors bien entendu, ce résultat-là, je peux le généraliser. Je peux le généraliser de la façon suivante. Donc si je prends n annuités constantes, petit a, et bien sûr petit a à la période n. La valeur acquise, selon cette formule-là, j'appellerai ça Vn. Donc Vn est tout simplement égal à petit a que multiplie 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Donc je répète, petit a fois, attention, c'est multiplié par toute la fraction. Donc petit a fois 1 plus i exposant n moins 1 sur i. J'ai tout simplement étendu ce cas particulier. J'ai remplacé 4 par n. Ici, nous avons 4 annuités. Ici, nous avons une séquence de n annuités. Très bien, on peut avoir l'exercice suivant. Quelle est la valeur acquise par une suite de 8 annuités constantes égales chacune à 500 €, placées au taux de 4%. Alors on va chercher la valeur acquise 4 ans après le dernier versement. Autrement dit, le dernier versement est effectué en 8. 4 ans après le dernier versement, c'est l'époque 12. Donc la valeur acquise 4 ans après le dernier versement. Alors on va appliquer d'abord notre formule précédente. On va donc calculer d'abord V8. Alors V8 est tout simplement égal à V8 égale petit a. Donc petit a, c'est-à-dire 500, que multiplie
1,04 à la puissance 8, moins 1 sur 0,04. Donc cette formule-là, lorsque vous l'appliquez, elle vous conduit toujours, immédiatement après le dernier versement. Ce qui veut dire que si on vous demande de déterminer la valeur acquise 4 ans après ce dernier versement, entre l'époque 8 et l'époque 12, vous n'effectuez aucun versement supplémentaire. Par conséquent, tout revient à dire quelle est la valeur acquise par un capital placé en 8 que l'on récupère en 12. On sait qu'un capital placé en 8 qu'on récupère en 12, c'est le capital multiplié par 1 plus i à la puissance 4, donc 1,04 à la puissance 4. Ce qui veut dire que V12 est tout simplement égal à 500 que multiplie 1,04 exposant 8 moins 1 sur 0,04, le tout multiplié par 1,04 exposant 4. Pourquoi? Parce que le capital, la valeur acquise est récupérée 4 ans après le dernier versement. Très bien, il est question maintenant de la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes, on dira des annuités de fin de période. Ça veut dire que la première échéance sera dans une période, c'est-à-dire dans un an, dans 6 mois, dans un trimestre, tout dépend de la période. Alors, un petit rappel d'abord. Si on a un capital dont la valeur acquise est Vn, si on veut exprimer Vn à l'époque 0, bien sûr ici, c'est l'époque 0 et ici c'est l'époque n. Autrement dit, V0 est tout simplement égal à Vn que multiplie 1 plus i à la puissance moins n. Nous actualisons. Alors reprenons la séquence de tout à l'heure. On a une suite de n annuités constantes. Petit a, etc. On a trouvé que la valeur acquise immédiatement à l'époque immédiatement après le dernier versement, c'est-à-dire Vn, est égal à petit a, 1 plus i puissance n, moins 1 sur i. Donc Vn, c'est l'expression de cette suite d'annuités à l'époque n. Si on veut déterminer la valeur actuelle ou la valeur à l'origine de ces n annuités constantes, on va donc calculer V0 et on va appliquer la formule qui se trouve ici. Donc V0 n'est autre que Vn, donc Vn, tout ça, hein, Vn, que je reporte ici, que multiplie 1 plus i à la puissance moins n. Alors on effectue la multiplication, on va multiplier, donc ici c'est sous-entendu sur 1, donc mon dénominateur c'est i fois 1, ce qui fait i. On fait le produit des numérateurs, 1 plus i exposant moins n, que multiplie 1 plus i exposant n, ça fait 1 plus i exposant 0, ça fait 1. Moins par plus, ça fait moins. 1 plus i exposant moins n. Ceci est la formule de la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes de fin de période. On va distinguer tout à l'heure les annuités de fin de période, les annuités de début de période et les annuités différées. Autrement dit, lorsque vous appliquez cette formule, très important, il faut toujours se dire, cette formule me conduit toujours une période avant le premier versement. On va essayer de montrer ces différences au travers de cet exemple qui va suivre. Alors, prenons l'exemple suivant. Imaginez qu'on ait 4 annuités, donc de 500 € chacune, effectuées, donc on est un emprunt, donc contracté à une date. L'emprunt est remboursé à l'aide de 4 annuités constantes de 500 € chacune, et le taux d'emprunt est de 6%. Alors, on va distinguer 3 cas. Premier cas, la première échéance est dans un an.
Autrement dit, le premier versement est effectué à l'époque 1. On appelle ça des annuités de fin de période. Deuxième situation, le premier versement, la première échéance, est effectuée tout de suite. Autrement dit, à l'époque 0, on appelle ça des annuités de début de période. Et en fin de compte, troisième situation, le premier versement est effectué à l'époque 3. C'est ce qu'on appelle des annuités différées. Dans ce cas-là, dans chacun des cas ici, le montant de l'emprunt ne sera pas identique. Alors ici, quand on applique la formule précédente, pour trouver la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes, la formule précédente nous conduit toujours une période avant le premier versement. Ici, le premier versement est en 1. Une période avant 1, c'est quoi? 0. Par conséquent, j'ai directement ici V0 égale petit a, c'est-à-dire 500, que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 4 sur 0,06. Ça, c'est la valeur, c'est le montant de l'emprunt. C'est l'expression de cette séquence à l'époque 0. Exposant moins. Exposant moins 4, puisqu'il y a 4 annuités. Très bien. Ici, nous avons, dans les deux cas, nous aurons la même formule. Nous aurons la même formule, c'est-à-dire 500, 1 moins 1,06 exposant moins 4 sur 0,06. Enfin, ici, on aura aussi 500 que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 4 sur 0,06. Vous remarquez que dans les trois cas, j'ai collé la même formule. Ce qu'il faut simplement distinguer, c'est que à chaque fois que cette formule est appliquée, elle nous conduira toujours une période avant le premier versement. Je commence par cette séquence-là. Le premier versement est effectué en 3. Autrement dit, lorsque vous appliquez ça, cette valeur-là ne vous donne pas V3, mais elle vous donne en réalité V2, puisque un an avant 3, c'est 2. Si on veut avoir V0, ce qui est demandé, si on veut avoir V0, il suffit de multiplier ce résultat-là par quoi? Il faut donc actualiser. On recule de combien de périodes? 2 périodes. Donc il faut multiplier ça par 1,06 exposant moins 2. Donc il faut multiplier ça par 1,06 exposant moins 2. Ici, lorsque vous appliquez la formule, elle vous conduit une période avant le premier versement. Une période avant 0, c'est quelle date? C'est moins 1. Autrement dit, cette formule vous donne V-1. Cette formule vous donne V-1. De moins 1 à 0, on va dans le sens positif. Par conséquent, il faut multiplier ce résultat-là par 1,06. Et bien entendu, j'obtiens ici V0. Alors, comme vous le constatez, les trois valeurs sont différentes, tout simplement parce que les modalités de remboursement sont différentes. Les seuls éléments communs à ces deux modes de remboursement, c'est le nombre d'annuités qui sont de 4, le montant de chaque annuité qui sont toutes de 500, le taux d'emprunt qui est identique. La différence, c'est la date à laquelle intervient le premier versement. C'est pour ça qu'il faut bien spécifier de quelle façon le remboursement s'effectue. Alors, application de l'exemple précédent, imaginez qu'on ait un capital dont on n'a pas le montant, qu'on pourrait éventuellement calculer, mais ce n'est pas nécessaire. Ce capital est remboursé par 15 annuités constantes. On va donc dire 15 annuités constantes de fin de période, c'est-à-dire que la première période est versée dans un an, de 500 € chacune, taux d'emprunt 7%. Donc la question classique, c'est, en appliquant un petit peu le schéma précédent, c'est d'être capable de déterminer le capital restant dû ou la dette restant due immédiatement après le 9e versement. Donc quel est le capital restant dû immédiatement après le 9e versement, donc taux d'emprunt 7%.
Très bien, donc la réponse à l'énoncé précédent, c'était quel est le capital restant dû immédiatement après le 9e versement. Donc en fin de compte, nous avons effectivement 15 annuités à verser, la première de 500, la deuxième de 500, la 9e de 500, la 10e de 500 et enfin la 15e de 500. La question qui est posée, quel est le capital restant dû immédiatement après le 9e versement? Alors tout simplement ceci. En fin de compte, j'ai effectué 9 versements, ce qui veut dire qu'il me reste au total 6 versements à effectuer. Il me reste 6 annuités. La question est de savoir quelle est la valeur de ces 6 annuités à l'époque 9. Alors, très simplement, ce que j'ai fait, j'ai changé d'échelle. Donc, l'époque 9, je l'ai appelée 0. L'époque 10, je l'ai appelée 1. L'époque 11, je l'ai appelée 2. Et l'époque 15, je l'ai appelée 6. Donc là, je vais indiquer 500, 500, 500, donc 6 annuités de 500. Le capital restant dû, c'est tout simplement l'expression de ces 6 annuités, un an avant 1, c'est-à-dire 0, c'est la formule. Donc la dette restant due immédiatement après le 9e versement, c'est 500, 1 moins 1 plus 1 moins 1,07 exposant moins 6 sur 0,07. De façon générale, si vous avez un capital que vous avez emprunté sur n périodes et que vous remboursez par annuité constante petit a, et on vous demande quelle est la valeur, quel est le capital restant dû immédiatement après le payème versement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc ici la première annuité A, 2, P, et ici bien sûr N. La valeur acquise immédiatement après le payème versement, c'est de dire, donc là c'est P plus 1, c'est de dire, j'ai versé P annuité, je devais en verser N. Il me reste donc une dette égale à combien? N moins P. Il faut donc actualiser les N moins P annuités restantes. Ce qui vous donne donc la dette restant due immédiatement après le payème versement, c'est petit a, 1 moins 1 plus i, à quelle puissance? 1 plus i, puissance moins, entre parenthèses, n moins p, sur i. Je répète, a fois 1 moins 1 plus i, puissance moins n moins p. Pourquoi moins n moins p? Parce que j'ai n annuités, j'en ai versé P, il m'en reste à verser n moins P. Il suffit d'actualiser les n moins P annuités restantes. Voilà le cas général. On va donc après passer aux emprunts. Très bien. Donc, il est question maintenant des emprunts indivis. Donc, un emprunt indivis est un emprunt qui est contracté par une personne physique ou morale auprès d'une institution financière, banque, organisme de crédit. Donc, il a les caractéristiques suivantes. Il est caractérisé d'abord par le montant de l'emprunt que j'appellerai V0, la durée de l'emprunt que j'appellerai petit n, le taux d'emprunt que j'appellerai petit i, et bien entendu les modalités de l'emprunt. Donc il faut distinguer 3 formes de remboursement. Première forme, remboursement in fine ou en bloc. Autrement dit, on ne rembourse rien les premières années. Très bien. Alors, donc, il sera question donc, des emprunts indivis. Donc, un emprunt indivis est un emprunt contracté par une personne physique ou morale auprès d'une banque, organisme de crédit, etc. Il est caractérisé d'abord par une chose, le montant de l'emprunt, donc V0, la durée de l'emprunt, petit n, et le taux d'emprunt, petit i. Alors, bien sûr, qui dit emprunt dit modalité de remboursement. Il existe 3 formes de modalités. La première, c'est remboursement in fine ou en bloc. La deuxième, c'est remboursement par amortissement constant. Et la troisième, c'est un remboursement par annuité constante. Alors, un remboursement in fine, ça veut dire qu'on ne rembourse rien les premières années et on rembourse la totalité du capital en dernière année. Alors, pour ce,
on va prendre un exemple d'emprunt qu'on va décliner dans les trois situations. Alors, je vais prendre un emprunt V0 égale à 10 000 euros. Je vais prendre un taux d'emprunt de 5%. Je vais prendre une durée N de 4 ans. Et cet emprunt, on va le rembourser de façon différente. On va commencer par un remboursement in fine ou un remboursement en bloc. On va donc construire un tableau d'amortissement et le tableau d'amortissement a toujours la même forme. En première colonne, vous avez donc la date ou l'échéance. Deuxième colonne, le capital restant dû. Troisième colonne, les intérêts. Quatrième colonne, les amortissements. Et cinquième colonne, l'annuité. Très bien. Donc, première modalité, remboursement in fine ou remboursement en bloc. Donc, le tableau d'amortissement, comme on l'a dit précédemment. Donc, première ligne ici, c'est peut-être pas bien écrit, mais il faut lire échéance. Ici, capital restant dû. Ici, intérêt, amortissement, annuité. Donc, le tableau d'amortissement, en général, a toujours ce format-là. Alors, nous avons donc un remboursement in fine ou en bloc. Autrement dit, on n'amortit rien, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année. La totalité du capital est remboursée en quatrième année. Donc nous aurons un amortissement, le quatrième amortissement qui sera égal à combien? À 10 000. Alors, donc l'intérêt se calcule toujours, l'intérêt, donc les valeurs qui sont là, les intérêts se calculent toujours sur le capital restant dû. Capital restant dû 10 000 fois 5%, 500. 500 plus 0, 500. Donc l'annuité sera simplement de 500 la première année, 500 la deuxième, 500 la troisième, et bien entendu la quatrième année, je rembourse la totalité. Autrement dit, il faut remarquer que quel que soit le tableau d'amortissement que vous allez dresser, la valeur inscrite là et la valeur inscrite là sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que en début de cinquième, il vous reste combien? Tout simplement 0, puisque la totalité doit être amortie en 4 ans. Donc ceci est un remboursement in fine ou en bloc. On va passer après à un remboursement par amortissement constant. Alors deuxième situation, donc remboursement par amortissement constant. Donc le montant de l'amortissement est égal au capital emprunté V0 divisé par N. Ici, le capital emprunté est de 10 000, la durée est de 4, donc le montant de chaque amortissement est de 10 000 divisé par 4, soit 2500. Donc on aura 2005, 2005, 2005, 2005 sur les 4 années. Donc le capital restant dû en début de deuxième année, c'est 10 000 moins l'amortissement. 75 7 500 moins 2500, etc. Ici, nous avons un intérêt qui se calcule de la façon suivante, 10 000 fois 5%, 7 500 fois 5%, etc. Et vous avez bien entendu l'annuité qui est la somme de l'intérêt et de l'amortissement. Juste une petite remarque, vous remarquez que les intérêts diminuent, les annuités aussi, puisque les amortissements sont constants. Ici, nous avons une suite. Ces termes-là forment une progression arithmétique décroissante de raison moins grand A fois I. C'est-à-dire 2500 que multiplie 5%, ça fait 125. Ce qui nous fait donc moins 125. Donc nous aurons 500, moins 125, 375, moins 125, 250, et enfin 125. Idem pour les annuités, 3000, moins 125, etc. Donc ceci est le remboursement par amortissement constant. On va passer ensuite au remboursement par annuité constante. Dernier cas, donc remboursement par annuité constante.
Donc on se rappelle de la formule de tout à l'heure qui nous donnait petit a, V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus I puissance moins n sur I. Donc on peut trouver la nuitée constante petit a en divisant V0 par ce rapport-là. Donc on fait V0 multiplié par l'inverse, donc I sur 1 moins 1 plus I puissance moins n. Je remplace donc V0 par 10 000, I par 5%, donc 0,05, et n par moins 4, ce qui me donne une annuité constante de 2822, 2822, etc. Le montant, le capital restant dû 10 000, intérêt 500. Pour trouver le premier amortissement, il suffit de faire quoi? Annuité moins intérêt. Annuité moins intérêt. Ensuite, le capital restant dû en début de deuxième année, c'est 10 000 moins 2320,12, ce qui vous donne 7179, 88, etc., etc. Alors il y a juste une remarque très très importante, c'est celle-ci. Si vous multipliez A1 par 1,05, vous trouvez A2. Si vous multipliez A2 par 1,05, vous trouvez A3, etc. Donc résultat fondamental, c'est que dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus I. Les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus I. Ce qui voudra dire que cette formule-là nous permettra de calculer, le premier amortissement. Autrement dit, V0 va être égal à A1, premier amortissement, que multiplie 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Autrement dit, au lieu de calculer l'unité constante, j'aurais pu calculer le premier amortissement d'abord. Donc ici, 10 000, si je veux calculer le premier amortissement, je peux faire que A1 est égal à 10 000, donc V0, que multiplie l'inverse, donc 0,05, 1,05 à la puissance 4, moins 1. Et si vous faites ce calcul-là, vous trouverez exactement 2320,12. Alors, bien sûr, cette relation est très importante. Pourquoi? Vous pouvez, grâce à cette formule, calculer le nème amortissement, donc le quatrième amortissement, à partir du premier. Vous pouvez vérifier que A4 est bien égal à A1 que multiplie 1,05 à la puissance 4 moins 1, 3. Donc de façon générale, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que le nème amortissement se calcule, se déduit du premier par la relation suivante. AN égale A1 que multiplie 1 plus I à la puissance n moins 1. C'est-à-dire dans notre exemple, A4 est égal à 2320,12 que multiplie 1,05 à la puissance 3. Et si vous faites le calcul, vous trouverez exactement 2685,83. Cette relation est très importante pour remplir le tableau d'amortissement. Voilà qui complète le cours sur les emprunts. On pourrait bien entendu détailler un peu plus. On va passer maintenant à une autre rubrique qui est le choix des investissements. Très bien, donc on va se placer. Alors, on a donc à décider de l'opportunité d'un investissement I. Donc un investissement, c'est effectivement un élément d'actif. La question qui est posée, c'est de juger la rentabilité à un certain taux de cet investissement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, l'investissement, il faut lui donner une durée. Donc on va dire la durée de l'investissement, c'est petit n. Le montant de l'investissement, c'est grand I. Donc il va falloir faire des prévisionnels, calculer sur la durée n les flux nets de trésorerie que va dégager cet investissement. Alors le schéma est très simple, on adoptera le schéma suivant. Première année, deuxième année, troisième année, on le fait année par année. On va commencer donc par chiffre d'affaires moins charge variable. Donc chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Attention, charge fixe hors amortissement.
charge fixe décaissée. Charge fixe décaissée. Moins les amortissements. Moins les amortissements. Tout ceci va concourir pour nous donner ce qu'on appelle un résultat, le résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Moins l'impôt égale résultat après impôt. Résultat après impôt. Résultat après impôt.